Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des résultats de mathématiques de recherche qui s'intéressent du coup à l'impact du changement climatique sur les maladies de la vigne. Et je travaille sur le nord-est de la France, donc sur les deux vignobles de la Bourgogne et de la Champagne. Et aujourd'hui, je parlerai du cas de la Champagne. Et j'aborderai surtout une maladie qui est l'oïdium, dont je vais détailler les spécificités. Tout d'abord, d'un point de vue global, si on se met à l'échelle de la planète et de tous les vignobles du monde, on a réalisé une enquête mondiale pour savoir à peu près quelles étaient les maladies les plus présentes. Et ici, vous avez une carte des réponses qu'on a eues dans les différentes régions. Et si on demande quelle est la maladie la plus présente dans vos vignobles, on a eu environ 300 réponses. Donc ce questionnaire, il était envoyé plutôt à des experts du monde vitivinicole. Et les deux maladies qui ressortent sont le mildiou et l'oïdium. Donc ces deux maladies, ce sont des maladies cryptogamiques, une sous-famille de champignons. À quoi elles ressemblent dans les vignes? En fait, les deux pathogènes vont se développer à la surface des feuilles au début de la saison et ensuite vont passer sur les grappes et du coup causer des dommages. Actuellement, pour lutter contre ces deux maladies, dans le milieu viticole, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des produits phytosanitaires. Alors, c'est crucial pour la protection du vignoble. 80% des produits utilisés dans le monde de la viticulture sont pour lutter contre ces deux maladies. Mais forcément, ça pose des problèmes. On a un effet, du point de vue que déjà, c'est dangereux pour la santé et c'est également nocif pour l'environnement. Donc, avec ces deux conditions, on a une image qui est très négative de ces produits et on tend à trouver des solutions afin de diminuer les concentrations et les intrants en agriculture et spécifiquement en viticulture. Donc, on se rapproche de la zone d'étude. La Champagne viticole, ça représente 4% de la superficie viticole en France. C'est la première région viticole en France qui a l'IFT le plus fort, l'indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de traitements qui sont réalisés et on met aussi un coefficient par rapport à la dose utilisée. Donc l'indice de fréquence de traitement est le plus élevé dans toutes les régions de France. Et pourquoi? Parce que justement la pression des maladies, de ces deux maladies, du mildiou et de l'oïdium, est vraiment très présente dans cette région. C'est également le cas en Bourgogne. La Bourgogne est la deuxième région avec l'IFT la plus forte. Donc voilà, c'est deux régions qui sont très sensibles à ces maladies. Et ces maladies, en fait, elles sont très dépendantes des conditions climatiques durant la saison de végétation. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut prévoir, est-ce qu'on arrive à établir un lien entre le climat et la présence des maladies? Et dans ce cas-là, dans cet exposé, je vais présenter le lien entre des indices climatiques mensuels, c'est-à-dire est-ce que si on regarde pendant la saison, la période sensible où la vigne est en péril par rapport aux maladies, est-ce que pendant cette période sensible, si on regarde les températures moyennées sur le mois et les précipitations, on arrive à calculer la pression de la maladie, c'est-à-dire son observation dans le vignoble. Et si ça c'est possible, est-ce qu'on peut, avec des modèles climatiques, simuler la pression future qu'on peut s'attendre à avoir? Donc la base de données sur laquelle que j'ai utilisée pour répondre à ces questions, donc ici vous avez une carte qui représente le vignoble champenois. Dans ce vignoble, il faut savoir que le CIVC, le Bureau interprofessionnel des vins de Champagne, réalise des observations dans les parcelles pendant la saison de végétation. Il y a 200 parcelles qui sont à peu près observées de façon hebdomadaire, où on observe les symptômes de la maladie sur feuilles et sur grappes. Moi, j'ai utilisé les symptômes qui ont été observés sur feuilles, et donc j'ai récupéré une base de données qui allait de 2004 à 2017, et ici j'ai représenté l'évolution du pourcentage de parcelles avec des contaminations d'oïdium, donc de la maladie qui m'intéresse, sur les feuilles. Et on peut voir que chaque année, la maladie est plus ou moins présente en fonction du nombre de parcelles touchées. Certaines années, ici, comme par exemple 2017, on a très peu de parcelles qui sont touchées. Et on monte sur certaines années, comme 2012, où on a, à cette période de l'année, plus de 50% des parcelles touchées sur feuilles. L'idée de vous présenter ces résultats, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de se dire, est-ce qu'on peut sortir un indicateur annuel de la pression maladie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de mesurer vraiment la pression de la maladie. Et du coup, on s'est dit, avec ces indicateurs, est-ce qu'on peut sortir avec ces paramètres, est-ce qu'on peut sortir un indicateur? L'indicateur que j'ai utilisé,
j'en ai utilisé plusieurs, mais c'est celui qui a fonctionné le mieux, c'est de se dire, eh ben, on va regarder le pourcentage de parcelles touchées à la date du 1er juillet, j'ai représenté ici par un trait bleu la date, et on va récupérer à cette date le pourcentage de parcelles touchées. Alors vous voyez que chaque année, on n'a pas la suite des mesures, c'est pas que l'interprofession viticole s'est arrêté de faire des comptages, c'est simplement qu'en fait ici, à ce moment-là, les symptômes sont passés sur les grappes. Et du coup, pour moi, dans mon étude, ce que j'ai fait, quand la date était dépassée, j'ai pris la valeur maximale qui était atteinte, le pourcentage maximal. Donc ça, c'est mon indicateur de la pression maladie annuelle que je vais confronter aux données climatiques. Ici, j'ai représenté graphiquement l'évolution de cet indicateur pour de 2004 à 2017. Donc, je vous rappelle, donc ça c'est mon indice maladie, qui correspond bien au pourcentage de parcelles avec des symptômes sur feuille. On voit déjà que depuis ces 13 dernières années, on n'a pas une évolution à l'augmentation ni à la diminution. On voit que voilà, certaines années ressortent avec très forte pression et d'autres avec faible pression. Je dis, on veut confronter cet indicateur maladie à des données climatiques. Donc, les données climatiques que j'ai utilisées, ce n'est pas des données d'observation. Dans le vignoble en Champagne, on a des stations climatiques, mais j'ai préféré utiliser une grille de données qui est issue de Météo France. Donc, c'est des données climatiques qui sont issues d'observation et de modélisation. Et en fait, Météo France fournit du coup une grille de climat sur toute la France, où ici, pour chaque point bleu, on a les différents paramètres climatiques qui sont interpolés. J'ai représenté en vert la région viticole et j'ai dessiné une bande autour de 4 km pour sélectionner les points climatiques, les données climatiques qui correspondaient à la zone d'étude. Au total, ça représente 71 points de données climatiques sur tout le vignoble de Champagne. Avec ces données climatiques, j'ai voulu créer un indicateur et voir si est-ce qu'on arrive avec les données climatiques à représenter la pression maladie, ici notre indicateur, est-ce qu'avec les données climatiques on observe quelque chose, un lien entre ces deux variables. Donc les indicateurs climatiques que j'ai utilisés, ce sont les données maximum, alors la ligne rouge ici, minimum, et la température moyenne pour le mois d'avril à juillet, donc c'est la période sensible de la vigne aux maladies. Donc on utilise pour chacun des mois la température minimum, maximum, moyenne, et également le cumul de précipitations, ce qui fait 4 indicateurs par mois, soit 16 variables, pour essayer de voir si avec ces 16 variables, on arrive à expliquer la présence ou non de la maladie. Donc ensuite, j'ai utilisé un modèle statistique, un modèle à lumière multiple, qui testait toutes les combinaisons de variables ensemble pour voir si on arrivait à faire une corrélation entre l'indice maladie et les données climatiques. Ce qu'il en est sorti de cette modélisation, c'est qu'avec les températures minimum du mois d'avril et les précipitations en mai, on arrivait à corréler et du coup à simuler un indicateur de la maladie plutôt de façon assez fiable. Ici, vous avez le lien entre l'indice maladie qui était observé, donc la figure que je vous montrais avant, et ici l'indice maladie qui est simulé avec les données climatiques. Une fois qu'on a établi ce lien, le but c'est de se dire, avec des données mensuelles, on arrive à peu près à bien simuler l'évolution de la maladie. Est-ce que si on utilise des données climatiques futures issues de modèles de climat, on peut voir la tendance future de l'évolution de ces maladies? Pour revenir rapidement sur la modélisation climatique, Yves a expliqué rapidement ce que c'était. Aujourd'hui, on augmentait le nombre de modèles de climat. Un modèle de climat, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation informatique qui va découper l'atmosphère et également les océans en forme de mailles, de cubes. Dans chaque cube, les conditions climatiques sont initialisées et ensuite le modèle va utiliser des équations mathématiques et physiques pour calculer l'évolution de ces variables. C'est ce que sortent les modèles informatiques, c'est-à-dire qu'on a des données sous forme de mailles rectangulaires sur les régions. Ces mailles, et Yves en a parlé ce matin, avec le temps, avec l'amélioration des outils informatiques, elles peuvent diminuer jusqu'à une certaine résolution. Concernant l'évolution des données climatiques, les simulations climatiques, les modèles de climat, pour prévoir l'évolution potentielle des températures, on n'utilise pas un seul modèle informatique. En fait, le GIEC présente souvent, ça c'est une figure tirée du dernier rapport,
où on voit l'évolution passée. Donc ça, c'est des modèles qui simulent la température. On voit qu'il y a 42 modèles qui sont utilisés au total pour simuler. Et on a différents scénarios, c'est-à-dire que ces scénarios, ils dépendent de la concentration en gaz à effet de serre qui sera présente au cours du XXIe siècle. Comme c'est la seule variable qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment vont évoluer les émissions de CO2. Du coup, différentes concentrations sont émises et on a différents scénarios possibles. Vous voyez, on a du RCP 2.6 au RCP 8.5, là où les concentrations sont les plus importantes, et du coup, là où on tend à un réchauffement le plus fort. Ce que j'ai utilisé dans les modèles que j'ai utilisés, j'ai récupéré le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire là où on a des concentrations de gaz à effet de serre les plus fortes, où actuellement, c'est sur ce scénario qu'on part, parce que vous voyez, les modèles s'arrêtent en 2005, c'est sur le dernier rapport du GIEC, aujourd'hui on est en 2018, et si on regarde les températures de 2005 à 2018, actuellement on est sur le scénario RCP 8.5. Donc j'ai utilisé moi 19 modèles de climat. Alors, ces modèles ont une résolution qui était de 100 km. Et vous voyez, par rapport à mes pixels là qui faisaient 8 km, mes points tous les 8 km, j'avais un problème d'échelle. Il fallait que j'attribue la donnée des modèles de climat à ma région viticole. Pour ça, on a utilisé une méthode qui est statistique qui a permis de descendre l'échelle en partant du principe que le lien qui existait entre la grande échelle et la petite échelle dans le passé allait rester le même dans le futur. Tout ça pour finir que j'ai récupéré du coup des données climatiques simulées par 19 modèles de 1980 à 2100 pour ma région viticole de Champagne. Les paramètres qui étaient validés, vous vous rappelez pour le modèle, qui étaient les températures minimum du mois d'avril et les précipitations en mai. Donc voici les sorties des 19 modèles rassemblés pour les 71 pixels de la Champagne. Donc si on prend les 71 pixels et les 19 modèles, j'ai rassemblé dans ces boîtes l'intervalle de toutes les données. Et donc on voit l'évolution potentielle simulée par les modèles pour la température et pour les précipitations. Pour les températures minimum au mois d'avril, on est sur une augmentation simulée de 3,3 degrés et on tend à une très légère diminution pour les précipitations. L'impact de ces paramètres simulés, si on simule cette fois l'indice maladie avec l'équation qu'on avait établie dans le passé, voici ce que sortent les modèles. On tend à une diminution du risque maladie au cours du milieu du XXIe siècle d'environ 10% et de 25% pour la fin du XXIe siècle. Cette diminution, elle est fortement attribuée à l'augmentation de la température au mois d'avril. Donc pour conclure rapidement, on a réussi à mettre en lien, en fonction des observations et des données mensuelles, un lien qui montrait qu'on pouvait simuler notre indicateur maladie avec des données climatiques mensuelles. La diminution simulée, c'est ce que j'ai répété là en conclusion, c'est que cette diminution qu'on simule par tous les modèles, là, elle est fortement attribuée à l'augmentation des températures. Les pluies, du point de vue du modèle, sont difficiles à simuler. Et là encore, ça jouera quand même un rôle majeur dans l'évolution potentielle des maladies. Et finalement, quand même, quelques limites à cette étude. Et ce qui manque, c'est que notre base de données, elle est de 2004 à 2017. Elle a une faible profondeur temporelle. Ça serait intéressant de recommencer l'exercice avec une base de données plus longue pour valider encore mieux le modèle. Et dernière chose, ce qui vient d'être présenté juste avant, justement, c'est que j'ai absolument pas pris en compte les interactions entre les différentes espèces. Moi, j'ai juste essayé de trouver le lien entre la maladie et les données climatiques. Mais effectivement, la maladie, si les stades phénologiques de la vigne bougent, l'interaction entre les différentes espèces n'a pas du tout été prise en compte dans cette étude. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on peut poser des questions. Parfait. On peut poser des questions, on a un peu de temps, ensuite on fera une petite pause. Là, Sébastien, moi j'en ai déjà une. Est-ce que dans les données passées que tu avais, tu as fait un rapport entre la maladie et le climat? C'est-à-dire, est-ce que quand les années où il pleut plus ou il pleut plus
sont en printemps, en automne, etc. Ou bien est-ce que c'est la température qui est forte au printemps va jouer sur le développement de ces maladies? Avec les données passées, je veux dire voir plus loin, avant 2004? Non, entre 2004 et aujourd'hui. Ben, entre 2004 et aujourd'hui, on a essayé de trouver s'il y avait des variables de température, celles que j'ai présentées, là, les 16 variables, et celles qui ressortent, c'est bien mai, avril et mai. Donc actuellement, en fait, en prenant les températures minimum du mois de mai, la moyenne des températures minimum du mois de mai et le cumul de précipitations en avril, c'est ce qui colle le mieux avec l'évolution de la pression qu'on a. C'est ce qu'on arrive à faire coller. Oui. Donc je vais y aller. David Michelin d'Alter Bourgogne-Franche-Comté. C'est une question qui est pour Madame Anstedt, si je n'écorche pas le nom. Donc sur la culture de la vigne, du cassis. Vous avez parlé de solutions à tester à l'échelle des agro-systèmes ou agro-écosystèmes. Et évoqué notamment les bandes enherbées. Est-ce qu'il y a d'autres types de solutions qui pourraient être testées à l'échelle de ces cultures-là? Je m'interroge vis-à-vis de ça parce qu'on parle de plus en plus de solutions fondées sur la nature pour notamment l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, à l'échelle de l'INRA, de l'UMR, par exemple, d'agroécologie de Dijon, il y a des choses qui se font qui s'apparentent à en termes d'agroécologie, de techniques, de pratiques avec l'agroécologie, à des solutions fondées sur la nature. Est-ce qu'il y a d'autres types de solutions que les bandes enherbées qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer les rendements concernant le cassis? Alors, les bandes enherbées, ça a déjà été fait dans des champs de pommiers et ça marche pas trop mal pour les pollinisateurs. Pour les pollinisateurs, le problème en fait c'est qu'il n'y a plus de fleurs. Alors là, le cassis fleurit très tôt. Donc quand les pollinisateurs sortent, ils peuvent s'alimenter sur le cassis. Je ne sais pas si je dis. Le problème c'est qu'il y a du colza en même temps. Ce qui pose un problème de toxicité et un problème d'attractivité. Les pollinisateurs derrière n'ont plus de ressources. Ils n'ont plus rien à manger jusqu'à la fin de l'année. Donc forcément, donner à manger aux pollinisateurs, ça va faire quelque chose. Ce qu'on a vu, c'est qu'il existe toujours une certaine biodiversité dans les alentours. Ce qui veut dire qu'en mettant les moyens qu'il faut, les pollinisateurs peuvent revenir. On n'a pas à faire de la réintroduction. Ce qui est déjà... encore un moment, je pensais que c'était de la réintroduction. C'est tout de suite une autre histoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'il faut certains insectes pour le bien-être des cultures. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Avant, on n'y fait pas attention parce que c'était gratuit. Comme c'était gratuit, on l'oubliait. Et il y a un exemple que je vais prendre sur la vigne, qui est pour moi un des plus bels exemples de lutte biologique, dont j'avais jamais entendu parler avant d'arriver en Bourgogne et de travailler sur le vin. C'est les acariens. Donc en fait, à un moment dans les vignes, ils avaient un problème avec les acarioses. Et il y a un chercheur de Montpellier qui a trouvé qu'il existait un acarien, prédateur d'acariens. Il a juste suffi de mettre ce prédateur dans les vignes. Il se reproduit naturellement. Il n'a pas besoin d'être multiplié par une boîte de produits phytosanitaires et remis dans les champs tous les ans. Et juste, c'est un rééquilibrage de l'écosystème. Il suffit juste de limiter les produits phytosanitaires de façon à ne pas tuer les populations. Donc ça, c'est un exemple qui est pour moi le plus bel exemple de lutte biologique, c'est qu'on rajoute un acarien prédateur et on n'a plus de problème d'acariose. Et l'exemple, il marche tellement bien qu'on n'en entend plus parler. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de commerce.
Il y a juste les viticulteurs qui savent que quand on met un nouveau produit phyto sur le marché, il faut faire attention à ne pas tuer ces acariens prédateurs, autrement ils se retrouvent avec des acarios. Donc oui, je pense qu'il y a des solutions. Ça peut être de la lutte biologique plus ou moins ciblée. Ça peut être aider les agriculteurs à trouver des solutions alternatives pour diminuer les pesticides. Ils sont prêts, hein. Dès qu'on leur trouvera quelque chose qui marche, ils vont le faire. C'est les premiers qui souffrent des surrépandages de pesticides. Mais je pense qu'aborder, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire ce projet Cassis, je pense que vraiment aborder ça avec une optique écologique pourra peut-être permettre de trouver de nouvelles idées. C'était pratique. En fait, vu que c'est aussi un colloque sur la biodiversité, ce matin on parlait de la mosaïque, enfin on n'a pas parlé de mosaïque paysagère, mais d'habitat, de milieux naturels et compagnie. Est-ce que parmi les solutions, il n'y a pas aussi, enfin je pense que oui, mais comment dire, une piste vers la diversification de la mosaïque paysagère, hein, ramener des haies, des zones humides, je sais pas, des mares, des choses comme ça, plus jouer sur l'habitat ou les infrastructures agroécologiques, hein, que forcément sur avoir une entrée espèce ou prédateur d'un ravageur. Oui, de toute façon, actuellement, on réfléchit beaucoup effectivement au niveau du paysage. Maintenant, c'est difficile d'expérimenter. Et puis, alors, si on est dans le monde agricole, il y a un moment, il faut quand même être rentable. Et il y a quand même des contraintes techniques pour pouvoir faire, par exemple, une récolte pas à la main. Parce que pour des petits fruits, ça serait impossible. Maintenant, oui, c'est évident que quand on voit les grandes chaînes de monoculture, où on a été exterminé jusqu'aux dernières mauvaises herbes, c'est sûr qu'il faut remettre de la biodiversité dans les cultures et dans tous les paysages. Ouais, du coup, j'avais une question par rapport aux échantillons de parcelles de vignes qui servent à mesurer la pression du coup, de la maladie, savoir si elles étaient traitées ou pas. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Dans la base de données, effectivement, on avait un petit échantillonnage de parcelles qui étaient non traitées, des parties de parcelles où c'était des témoins non traités. Mais on n'a pas pu se baser sur ces données-là parce que déjà l'historique temporel était encore moins long et on n'était que sur une trentaine de parcelles sur toute la Champagne. Mais effectivement, c'est un point que... En tout cas, ça fait partie de la base de données et ça va être recherché. On va essayer de rechercher quelque chose, mais pas avec cette méthode-là. Avec cette méthode-là, parce que cette méthode, elle demandait vraiment l'historique le plus long, parce que c'est vraiment un lien statistique concret. On n'essaie pas de comprendre le mécanisme direct entre le climat et la maladie. C'est vraiment, on se dit, avec des données climatiques, est-ce que statistiquement, on arrive à voir ce que fait la maladie? Et pour ça, il faut beaucoup d'années. Et du coup, effectivement, il manquait d'années et il manquait de parcelles différentes. Là, on s'est dit, on va prendre une grosse base de données, 200 parcelles sur toute la région. Effectivement, elles sont quand même traitées, mais chaque année, elles sont traitées. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds à une question. Voilà, une dernière. Oui, moi c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque, parce que pour avoir travaillé longtemps dans l'agriculture, je crois que ce qui a été raconté sur le cassis, je crois qu'on peut un peu le généraliser à l'ensemble de l'agriculture, qui a eu tendance depuis les 50 dernières années à se simplifier, c'est-à-dire qu'on a simplifié à l'outrance les agrosystèmes, et l'exemple c'est effectivement la monoculture, et la culture de la vigne est une monoculture, et je crois que la solution c'est de remettre absolument de la diversité partout, c'est-à-dire dans les variétés que l'on cultive, il faut remettre de la diversité génétique, je pense par exemple au blé. Le blé, les variétés, même s'il y a de plus en plus de variétés de blé qui sont cultivées, eh ben ces variétés de blé sont extrêmement proches génétiquement. Il faut remettre de la diversité dans les paysages, bien sûr, mais il faut aussi remettre de la diversité dans les parcelles agricoles elles-mêmes. C'est-à-dire remettre de la diversité, ça veut dire remettre des bordures avec des espèces différentes, remettre des haies, mais aussi des associations culturelles. Et là, je crois qu'effectivement,
il y a déjà des recherches qui sont, je pense à ce qui se fait à l'INRA, dans la question de tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Merci. Merci Geneviève. On y va? C'est bon? Bon, je propose